webinaire d'aujourd'hui, on va parler de CRM. Alors, on parle souvent de CRM. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de traiter cette problématique sous l'angle de la satisfaction client. Alors, on traite souvent sous l'angle de la performance, de la productivité. Et le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir le traiter différemment avec une vision customer experience. Et c'est pas forcément... c'est aller un petit peu plus loin que finalement de la résolution de tickets, du NPS, qui sont des choses finalement où on va plutôt graviter autour des problèmes qu'on va gérer. L'objectif ici est vraiment de se concentrer sur l'automatisation, la qualité de la data, les process, et en quoi finalement tout ça va aussi concourir d'une manière générale à la satisfaction client. Je ne présente pas forcément dans le détail Marketing, on existe depuis maintenant presque une dizaine d'années, 40 personnes, People, Process, Technology, donc on va faire du consulting de l'agence et du cabinet de conseil. On est un grand partenaire HubSpot. Je ne vais pas en parler, l'objectif n'est pas forcément de parler ici d'HubSpot en long, en large, en travers, mais c'est intéressant dans le sens où HubSpot est une solution qui va venir incarner beaucoup de choses, qui est assez facile à utiliser. Ça fait du service client, ça fait du marketing, ça fait du CRM, ça fait du web design, enfin du CMS aussi. Et de plus en plus, on va avoir des accointances dans ces différents sujets et on va de plus en plus aussi mettre ces outils-là dans les mains du métier, donc c'est-à-dire dans les mains des équipes commerciales, du marketing, des équipes de service client, avec vraiment une vision qui est de rendre ces gens-là autonomes pour améliorer, pour mettre en place des campagnes et pour faire vivre des dispositifs de croissance. Donc, je vais rentrer rapidement du coup dans le vif du sujet parce que le temps passe. Et ce qu'on a voulu faire ici, c'était vraiment de reprendre aussi les basiques autour du CRM, à savoir les enjeux globalement de ce type de projet-là, la structure, le rôle de cette technologie-là, de voir dans la foulée du coup comment ça se traduit d'un point de vue marketing, parce que la personnalisation du marketing, c'est aussi un élément qui va avoir un impact sur l'expérience sur l'expérience de nos clients, de nos prospects. On va parler aussi du CRM plutôt dans une logique de qu'est-ce qui se passe après la vente, finalement, dans une logique peut-être d'onboarding client. Donc ça va être variable en fonction des business et des sujets, mais comment ça se passe derrière d'accompagner la vie du client avec du CRM potentiellement jusqu'à des sujets comme de l'upsell ou du cross-sell. Et puis des sujets de relations clients au sens large. Donc là, quand on parle satisfaction, c'est vrai qu'on pense Zendesk, on pense ticket. Donc là, effectivement, c'est une partie des sujets. Donc traiter de l'incident à un moment, c'est aussi important pour faire de la bonne expérience et de la satisfaction. Donc on va en parler un petit peu, mais le but, c'était pas d'emboliser finalement tout le sujet de la satisfaction là-dessus, mais de le voir de manière un peu plus globale. Et puis d'ouvrir enfin sur la notion de stack technologique de manière un peu étendue. Et finalement, de quel type de process et de quel type de méthodo, sur quel type de méthodo et de process s'appuyer pour finalement faire en sorte que ça se passe bien. Et on va toucher une nouvelle terminologie qui s'appelle RevOps, dont certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler. L'objectif, c'est de parler de ça et puis de vous donner quelques tips pour pouvoir avancer et mettre le CRM au service de la customer experience et de la satisfaction. Alors, pour resituer rapidement le CRM, parce qu'on est sur un sujet qui est aujourd'hui finalement connu et pas connu. Beaucoup d'entreprises ont un CRM. Après, c'est pas forcément dit qu'elles l'utilisent, c'est pas forcément dit qu'il soit mis à jour, c'est pas forcément dit qu'il soit bien paramétré, etc., etc. Donc, le CRM, pour le resituer, en fait, nous, de la manière dont on l'entend, c'est avant tout en fait de la donnée. Donc, on va retrouver 3 objets généralement principaux dans un CRM, à savoir les contacts qui sont les personnes, donc des clients, des prospects à qui vous allez parler, qui vont généralement être attachés à un compte, donc une compagnie ou une entreprise, et autour desquels vont graviter à un moment ou à un autre des objets flottants relatifs au business, qu'on appelle généralement des deals, des opportunités, des affaires, des transactions, ça dépend, tout ça c'est à peu près la même chose, et ça va venir derrière être la base autour de laquelle vont graviter tout un tas d'initiatives. Si on s'inscrit dans une logique de service client, on va aussi avoir souvent un objet qui est potentiellement le ticket, qui est un objet qui est un peu comme le deal, sauf le deal va signer finalement une affaire potentielle et le ticket va être un objet flottant relatif à généralement une action à prendre en compte par les Customer Success Managers, par les personnes qui vont œuvrer
au quotidien auprès des clients. Ça peut être, j'ai une facture qui présente une erreur, j'ai effectivement pas reçu mon produit, j'ai besoin de renvoyer mon produit, etc. Donc ça va demander une résolution. Le fait d'avoir un ticket va vous aider à centraliser cette data-là et puis à avancer. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est souvent les 4 objets principaux et puis après on peut encore avoir des objets custom. Et donc pourquoi on parle de ça? C'est que le CRM, il est souvent vu aujourd'hui comme un produit pour rendre la vente efficace et productive, hein, plus d'appels, plus de rendez-vous, de l'automatisation derrière pour rendre cette équipe commerciale plus performante au sens large. Il y a un sujet de forecast, de prévision et d'analyse globalement de la performance. Hein. On améliore toujours, et je le redirai jamais assez, hein, on améliore que ce qu'on mesure. Donc en fait, le fait de mesurer le business et les interactions, c'est aussi un premier outil qui va nous permettre vraiment de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. On a de plus en plus un sujet d'alignement marketing-vente, hein, parce que la contribution derrière du business, c'est généralement, c'est un peu du marketing, c'est un peu des ventes et c'est souvent les deux. Et puis d'une manière générale, le CRM s'inscrit comme étant un objet de collaboration interne, hein, où on va pouvoir interagir à plusieurs sur un objet, qui soit un compte, qui soit un contact, qui soit un deal. Et tout ça, ça va concourir finalement à l'amélioration de l'expérience et à l'amélioration de la satisfaction client. Donc, si je me replace, moi, au niveau d'une fiche CRM, hein, donc là, par exemple, c'est ma fiche dans un CRM, on va retrouver mon nom, mon prénom, mon email, mon téléphone, et après, tout un tas d'informations qui sont tierces. C'est ces informations-là qui vont nous intéresser, à savoir le compte auquel je suis rattaché, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, est-ce que je suis attaché en ce moment à une opportunité, est-ce que j'ouvre les emails marketing, quelle page du site internet je visite. En fait, finalement, on va aller beaucoup plus loin qu'un nom, un prénom, un email, un téléphone. Pour ça, on pourrait utiliser de l'Excel, finalement. L'intérêt du CRM, c'est qu'il va agréger une donnée qui est finalement presque sans limite, autant sur des interactions marketing, sur des interactions de service client, sur des interactions business. Et l'objectif, c'est pas seulement que ce soit des entrées finalement qui vont venir s'empiler au fur et à mesure sur une fiche, mais que ce soit des données qui vont pouvoir être requêtables et qui vont pouvoir derrière entraîner des conséquences, à savoir de la segmentation, à savoir une analyse un peu spécifique dans du reporting, à savoir des automatisations particulières. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc vraiment d'avoir de la data qui est de la plus normalisée possible, la plus structurante, et qui va nous aider vraiment quand on va vouloir faire de la satisfaction demain. Et quand on parle de data et finalement d'informations, que ça concerne les deals, les contacts ou les entreprises, il y a plusieurs enjeux. Il va y avoir un enjeu autour de l'adoption, parce qu'à un moment, la data, elle est... si on n'a pas une bonne adoption du point de vue des utilisateurs, et ça, si vous êtes au marketing, vous le savez aujourd'hui, je pense que c'est un peu la guerre pour avoir des commerciaux qui utilisent, qui remplissent, qui renseignent le CRM, ça va concerner tous les acteurs de la chaîne de valeur. Hein. C'est que moi, je vais attendre un moment une bonne adoption des outils parce que derrière, ça va me permettre d'avoir une bonne data quality. Je dois aussi avoir des process robustes d'un point de vue traitement commercial, d'un point de vue traitement marketing, d'un point de vue interaction au quotidien, parce que c'est ça qui va aussi me conduire à avoir une meilleure data quality. Et puis potentiellement, tout ne se passe pas dans le CRM. Vous avez peut-être un ERP, vous avez peut-être un ATS, vous avez peut-être un outil de facture et un mélange de tout ça et peut-être même des outils maison. Donc à un moment ou à un autre, la data quality, c'est potentiellement aussi des choses qui se passent à l'extérieur. Et donc on a besoin de rapatrier certaines choses peut-être dans le CRM pour éviter la ressaisie qui, encore une fois, est généralement aussi un facteur de désengagement et qui pourrait à un moment compromettre l'adoption. Et donc finalement tout ça, ça va nous permettre de faire 2 grandes choses. Il y en a une qui est finalement de voir, d'analyser, de comprendre, de mesurer. Donc là, on pense data au service des rapports. Et puis une autre qui va être de pouvoir agir. Parce qu'à partir d'un moment où on a de la donnée sur un contact, un client, un prospect, ses opportunités, ses tickets, ses interactions marketing, on va être en mesure de lui proposer une expérience qui est la plus sur mesure possible sur tous les sujets, et on va pouvoir du coup actionner la donnée et du coup forcément aller dans une logique de satisfaction client et d'expérience client, expérience prospect au sens large. Et on se rend compte finalement qu'il y a un lien assez fort entre la notion d'efficacité, donc le bon message à la bonne personne au bon moment, et cette notion d'expérience et de satisfaction. Et c'est vraiment aussi sous cet angle-là que j'avais envie de vous parler du CRM aujourd'hui.
Si on fait un pas en avant, du coup, il y a un sujet autour du marketing, le marketing personnalisé, et finalement, ça va conduire à aussi une expérience plus qualitative et une satisfaction client-prospect. On essaye souvent à minima de voir, donc ça c'est peut-être potentiellement un peu complexe pour les gens qui ne sont pas habitués, mais on va avoir une proximité assez forte entre le CMS, donc qui est votre site internet, le CRM, qui est l'outil dont on vient de parler, et potentiellement des outils de marketing automation. Certaines personnes voient ces outils-là de manière complètement séparée. Donc, on va avoir de la donnée un petit peu partout, et puis on n'a pas une vision complète des parcours. L'intérêt, en fait, demain, d'avoir un CRM qui va parler au marketing automation, donc qui va être capable de segmenter, de faire de la campagne personnalisée, ou qui va potentiellement être directement adossé au site internet, c'est aussi un gage du coup d'intégrité de données, aussi de réactivité. Hein. Je suis un lead, j'arrive sur votre site, vous allez être capable de m'engager directement d'un point de vue commercial. Si vous m'envoyez des campagnes, vous savez ce que j'ai visité sur le site et donc vous allez être capable de personnaliser l'approche. Il y a plein de choses qui vont pouvoir être mises en place à partir du moment où le business et le marketing ont une proximité d'un point de vue fonctionnel. Et donc, on a des outils finalement comme HubSpot par exemple qui ont tout un tas de fonctionnalités qui vont graviter directement au niveau du cœur, hein, le cœur étant le CRM, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la donnée contact, compte, opportunité, etc., et de faire graviter autour de ça tout un tas d'applicatifs. Hein. On peut faire des automatismes, on peut faire des emails, on peut faire des landing pages, on peut faire du chat, on peut faire du SMS, on peut imaginer plein d'actions différentes, hein, mais qui vont nous permettre derrière d'être le plus personnalisé possible. Et encore une fois, de s'assurer qu'au-delà de finalement permettre qu'on fasse du business, hein, souvent on le voit comme ça, c'est aussi de se dire finalement qu'est-ce que je vais mettre en place pour éduquer mon prospect, pour le rassurer, pour derrière le faire en sorte que je puisse lui apporter le bon niveau de support, le bon niveau de message et faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible. Donc ça, à partir du moment où on a la data, qu'on récupère via le site internet, via les campagnes, via les actions du commercial, on est capable d'actionner cette donnée d'un point de vue marketing. Et puis si je vais encore un petit peu plus loin, à partir du moment où j'imagine que le site internet aussi va parler au CRM, en disant, on le voit souvent en descendant, hein, je suis un lead, je remplis un formulaire sur votre site, je vais arriver dans le CRM et je vais être traité commercialement. Il y a une manière de le voir qui est dans l'autre sens aussi, c'est de se dire, dans le CRM, je sais qui est client, je connais ton industrie, je connais la taille de ton entreprise, je connais effectivement ton rôle, je sais si tu es actuellement en opportunité, je sais ce que tu as téléchargé, je sais les emails que tu ouvres. Donc finalement, toute cette info-là, on va pouvoir aussi l'utiliser pour faire potentiellement de l'affichage conditionnel. Et là, vous avez un exemple, par exemple, sur une landing page, où on se dit que par exemple, quelqu'un qui a une problématique plutôt commerciale, on peut avoir un verbatim finalement différent sur une home page, sur une landing page, en fonction du fait que la personne soit cliente, pas cliente, du fait que la personne ait telle et telle problématique. Et en fait, mis bout à bout, finalement, toutes ces petites améliorations qui ont l'air de rien, hein, prises de manière indépendante, vont contribuer à à générer une bonne expérience et à créer de la satisfaction finalement. Et tous ces éléments-là vont aussi, du coup, potentiellement, à la fin des fins, avoir un compound effect qui vont faire en sorte que ça va faciliter pour vous votre capacité à avoir des nouveaux clients et vos capacités aussi à upseller demain des clients ou à retenir des clients d'un point de vue expérience. Donc, le marketing et les ventes de manière de plus en plus alignée, ça devient vraiment une réalité. Et puis finalement, si je me mets dans les baskets d'un prospect, c'est que je vais avoir des call to action, donc des puces de clics, des formulaires sur les sites internet et sur les landing pages qui sont adaptés. Je vais recevoir des emails qui tiennent compte de mon industrie, de mon rôle, des échanges que j'ai eus avec le commercial. Je vais avoir des pages web qui sont dynamiques potentiellement c'est pas évident à faire, hein, parce que déjà faire un site internet, c'est souvent quand même pas mal de travail. Mais si sur quelques pages, sur quelques blocs, d'avoir des interactions un peu personnalisées, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et puis derrière, quand le commercial va m'appeler, il va avoir du contexte, il va savoir de quoi me parler. Donc je vais vivre une expérience en tant que prospect qui est assez qualitative et je vais avoir l'impression que c'est efficace. Et finalement, cette efficacité va se traduire chez moi en tant que prospect par finalement une bonne expérience et de la satisfaction. Si je continue cette histoire-là, donc on va rentrer dans une histoire d'onboarding ou finalement après d'upsell et de cross-sell, hein, c'est ce qu'on souhaite aussi, hein, c'est comment on fait vivre notre base client.
Donc ça, véritablement, ça va aussi dépendre évidemment de votre industrie. Hein. Donc si vous êtes dans l'IMO, si vous êtes dans le e-commerce, si vous êtes dans le service, si vous êtes dans le logiciel, le delivery finalement de votre offre, de votre produit est toujours très différent. C'est pas rare, c'est quasiment systématique que vous allez à un moment avoir besoin d'une technologie qui vous permet de gérer votre projet, de délivrer votre software, de délivrer votre service. Et là, on va avoir des outils de staffing, on va avoir des ERP, on va avoir des outils de logistique, des outils de delivery, des outils de compta. Donc, plus finalement, entre le moment où le CRM va avoir la signature d'une opportunité gagnée et je vais être capable de prendre cette donnée-là pour l'injecter dans un système qui me permet de délivrer mon offre, plus je suis capable de faire ça, d'automatiser ça et de streamliner finalement ce passage de relais, plus, encore une fois, je vais enlever de la friction et je vais essayer de garantir l'expérience la plus qualitative possible. Ce qui n'est pas évident quand on fonctionne complètement en silo. Hein. Quand on a un bon de commande qui doit être envoyé, signé à la main, qui arrive derrière par fax, qui arrive derrière par email, on a 3-4 jours avant que derrière les personnes qui sont censées prendre le relais nous l'envoient, ils n'ont pas toutes les infos, ils nous rappellent, ils nous reposent les mêmes questions. Ça, c'est une expérience qui est un petit peu douloureuse. Et si on utilise finalement le CRM comme étant le passage de relais de l'information au centre, on va derrière gommer un petit peu ces frictions et s'assurer en tout cas qu'on va dans la bonne direction. Et ça va nous lever aussi une possibilité qui est de se dire, tiens, je vais mettre aussi l'automatisation au profit de tout ça, parce que vu que j'ai de la data, vu qu'elle est segmentée, vu qu'elle est normalisée, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des workflows ou des flux de travail sur l'actionnabilité de la donnée. Donc, souvent, on voit l'automatisation comme de l'automatisation d'email. Hein. Donc, tiens, la personne a fait ça, donc je lui envoie cet email, et en fonction de son comportement et en fonction d'un certain délai, je vais lui envoyer encore une autre communication. C'est effectivement une possibilité, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Demain, si on a un moteur CRM qui nous permet de faire de l'automatisme, on peut automatiser, par exemple, sur le statut d'un ticket et faire en sorte que si les personnes, le ticket est toujours ouvert au bout de 2 heures, on va l'attribuer à quelqu'un d'autre pour améliorer son traitement. Ou on peut, par exemple, se dire que, tiens, on va changer, la personne a réalisé telle et telle action, on va créer une tâche de rappel pour le commercial et pour derrière, encore une fois, venir rendre l'ensemble le plus efficace possible. Et si je me positionne finalement dans une optique de deal gagné, donc là, ce que vous voyez, hein, c'est des petits dessins d'illustration de workflow qui finalement ont toujours 2 éléments majeurs. Il y a un élément qui est l'enrôlement, donc qu'est-ce qui fait que je rentre dans cet automatisme-là, et puis derrière généralement une action qui peut vraiment être de tout type. Mais si par exemple là on se positionnerait dans une idée d'opportunité qui est signalée comme étant à 80 ou à 90% de chances d'être gagnée, on va peut-être envoyer une notification à la production pour qu'il se prépare potentiellement à accueillir ce client-là. Ça, c'est une possibilité. Où on peut aussi imaginer que dans le cas d'une opportunité gagnée qui serait du coup un déclencheur, on puisse imaginer d'attribuer directement cette opportunité-là à un consultant qui va s'occuper du client et qui derrière va recevoir une notification Slack qui va lui dire écoute, nouveau client, il faut que tu t'en occupes avec derrière les informations propres à cette transaction. Et donc, ce genre de petites choses va enlever du délai, va faire en sorte que la communication est plus fluide et va du coup vraiment participer, encore une fois, à améliorer et à fluidifier ces process. Et puis, c'est du temps gagné, ça évite les erreurs, ça évite de surcharger derrière le travail des différents opérateurs et tout ça de manière la plus seamless, donc la plus transparente possible. Et puis, ce qu'on peut aussi imaginer finalement dans ces automatismes, c'est demain de brancher. Donc, si je prends l'exemple d'HubSpot, hein, c'est pas forcément HubSpot, mais d'une manière générale, c'est une tendance que vont suivre beaucoup d'outils. C'est de venir faire en sorte que tout votre écosystème de l'applicatif, on a parfois jusqu'à une centaine d'applications différentes dans une entreprise. Si par exemple, derrière votre projet ou votre produit, vous le délivrez avec un Jira, avec un Trello, par exemple, un outil de gestion de projet, on pourrait imaginer derrière directement créer, par exemple, à la signature d'un devis, créer une carte dans cet outil qui va derrière être prise en charge par l'équipe de service, maintien nouveau client, s'occuper de l'onboarding et derrière fluidifier effectivement tout le dispositif. Donc d'avoir vraiment cette vision de pouvoir actionner dans tout un tas d'applicatifs en fait des automatismes pour améliorer l'expérience et créer de l'efficacité et de la fluidité. Et donc, si je me repositionne encore une fois en tant que client, ça finalement, je perçois qu'il n'y a pas de friction. J'ai encore une fois pas besoin de me répéter et moi finalement de ressaisir. Je sens que c'est fluide.
Et ça veut dire finalement, ça vient souligner cette sensation de fluidité et finalement le reflet d'une efficacité de process qui est en interne et en externe. Et qui va derrière conduire à plein de choses efficaces. C'est-à-dire que vu qu'on connaît tout sur moi et que tout est normalisé et que certaines choses sont automatisées, quand on m'appelle pour me vendre quelque chose, on sait si je suis content ou pas. On va voir si j'ai des tickets en cours, on va voir si j'utilise éventuellement le service. La personne qui va m'appeler pour me vendre quelque chose, elle sait effectivement tout ce qui se passe sur moi et ce à quoi je suis sensible d'un point de vue marketing. Et les campagnes que je vais avoir vont être du coup le plus personnalisées possible par rapport à ça. Et puis, d'une manière générale, ces outils-là ont aussi la possibilité de sonder la satisfaction, parce qu'à un moment, la satisfaction, c'est aussi quelque chose qui se mesure. Il y a plein de manières de le faire. Un dispositif courant, c'est le pilotage du NPS, donc le Net Promoting Score, finalement, qui est une question de, habituellement, est-ce que vous recommanderiez nos services de 0 à 10 et basé sur cette information-là, derrière, d'avoir un traitement potentiellement spécifique en disant, tiens, le standard chez nous, c'est par exemple d'être à 8, et du 7, ça veut dire qu'on va appeler le client pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, et derrière, au fur et à mesure, d'améliorer vos process et d'utiliser finalement le CRM aussi comme un outil d'amélioration continue de la satisfaction client au sens large. D'une manière générale, donc c'est vrai que relation client, service client, on va tout de suite penser problème. À un moment, c'est effectivement, c'est quand même des choses qui vont arriver. Parfois, c'est de l'erreur humaine, parfois, c'est des aléas, parfois, c'est des raisons tierces. Mais le traitement des incidents est quelque chose aussi qui doit prendre place dans le CRM. Et là, c'est là qu'on va voir intervenir notre fameux petit ticket. On en parlait en préambule de ce webinaire, qui est cet objet qui, à un moment, a l'avantage de laisser une trace concrète et qui a un statut. Un ticket, à un moment, il est ouvert, il est traité et il est résolu. Donc, et potentiellement, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir dessus en fonction de votre métier. Ça peut être un ingénieur, ça peut être un dépanneur, ça peut être un livreur, ça peut être tout un tas d'opérateurs différents. L'objectif étant que derrière, on arrive à une résolution du problème. Et encore une fois, si je reprends l'exemple, par exemple, de la stack technologique d'HubSpot, on va avoir la data au centre qui est du coup le CRM, contact, compte, opportunité, deal, ticket, tout ce set de données-là, et d'avoir des applicatifs qui vont nous permettre de résoudre ce ticket avec des automatismes, avec des appels, avec des emails pré-remplis, avec des liens de meeting, avec de la vidéo, etc., pour encore une fois rajouter des petits bouts qui vont enlever de la friction et qui vont nous permettre d'aller dans cette logique de résolution de problèmes et d'amélioration de la satisfaction et de l'expérience au sens large. Et donc, les tickets, on peut les imaginer finalement gérés par plein de canaux différents. On peut imaginer que une personne peut créer un ticket depuis son espace client si vous faites du software. Elle peut créer un ticket parce qu'elle va appeler une hotline. Elle peut créer un ticket par le chat sur votre site. Elle peut vous solliciter via Facebook, via Twitter, via un email général sur, par exemple, une adresse générique qui serait support@blablabla.com, etc. On peut imaginer plein de canaux. L'objectif, c'est que tout ça se centralise au niveau du CRM et que les opérateurs qui connaissent le projet, qui connaissent le client, soient avertis et puissent traiter la demande. Et donc là, le CRM, il a un rôle intéressant parce qu'il a l'information des projets, il a l'information des histoires marketing, il a l'information effectivement relative au ticket. Et là, on va être capable, encore une fois, d'imaginer la création de ticket, de l'assignation de ticket. Donc, ce ticket, je vais le donner en fonction du type de ticket que c'est, d'automatiser le type d'opérateur, le type de traitement, et en fonction du canal par lequel le client ou le prospect communique, d'être capable derrière de le résoudre en lui répondant via du WhatsApp, via de la notif, via de l'email, via du SMS, et derrière d'encore une fois participer à cette information-là. Et puis potentiellement demain, de finir en se disant tiens, est-ce que j'ai bien traité le problème, et de s'assurer derrière que finalement les boucles qu'on a mis en place en termes d'automatisme, en termes de messages, en termes d'interaction potentiellement humaine, génèrent de la satisfaction. Parce que des fois, c'est pas évident d'avoir 0 incident, mais un incident bien résolu, c'est généralement aussi quelque chose qui génère de la satisfaction chez le client. Et parfois, c'est juste un sujet de communication, mais d'avoir potentiellement un manager qui rappelle et qui finalement vient apporter un peu de considération à un prospect sur lequel un projet se serait mal passé. Toutes ces choses-là vont contribuer, encore une fois, grâce à de la donnée centralisée et avec derrière une vraie réflexion sur comment on l'actionne, à de la satisfaction et à une bonne expérience client.
Et pour finir, finalement, en prenant un petit peu de recul sur la stack technologique, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de marketing, on a parlé de tickets, on a parlé de business. Donc finalement, on se rend compte que tout ça, ça concourt à être de plus en plus proche. Et ça vient finalement avec une vraie logique derrière de méthode et de process. Alors nous, on est très branché process, mais en même temps, c'est vraiment vu qu'on va essayer de manipuler de la donnée, d'automatiser un certain nombre de choses avec chaque fois du conditionnel, du spécifique, du personnalisé, à un moment, ça crée forcément une forme d'arbre de décision et une forme de complexité. Donc, ce qui est important, c'est que quel que soit votre métier, que vous soyez capable de modéliser ça. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un prospect, qu'est-ce qu'une opportunité, est-ce qu'on a eu des interactions avec eux? Donc, cette notion de lead status, hein, est-ce que je lui ai parlé? Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que il est disqualifié? Est-ce qu'il est, quel est son statut de traitement? Et puis d'avoir aussi une information aussi par rapport à l'objet business. Est-ce que cette opportunité-là, elle est en cours? Est-ce qu'elle est gagnée? À quel stade elle est? Et potentiellement, un client peut être en affaire avec vous sur 4, 5, 6 sujets différents. Et certains vont aboutir, certains vont pas aboutir. Et donc, tout ça est dynamique. Et par-dessus ça, on va rajouter de l'information marketing. Donc, on crée finalement une forme de complexité aussi autour de ça. Donc, avant, c'est important d'avoir les idées claires, d'avoir des étapes sur tous les sujets, d'avoir des process, d'être capable de les modéliser pour pouvoir derrière faire du reporting et pouvoir actionner les choses. Donc ça, c'est vraiment majeur d'avoir ça. Et ça, à un moment, c'est un petit travail d'analyse et de formalisation. Et puis, il y a derrière aussi une vision, autant on va avoir une vision unifiée des process marketing, vente et services. On va tendre aussi à avoir une stack technologique qui est unifiée. Là, vous voyez des outils, par exemple, HubSpot, c'est du marketing, Salesforce, c'est du CRM, Zendesk, c'est un outil assez connu pour la gestion des tickets et du service client. On va tendance à avoir une convergence de plus en plus forte, ou en tout cas des intégrations de plus en plus fortes entre ces différents acteurs pour que tout le monde et que tous ces applicatifs-là puissent graviter autour de la donnée et vous permettre de faire un bon service client, vous permettre de faire du marketing personnalisé, de vous permettre de faire des touches sales, des touchpoints commerciaux qui soient pertinents. Et tout ça va contribuer à une meilleure efficacité, hein, donc plus de bottom line d'un point de vue business pour vous, mais finalement aussi une vraie satisfaction et une vraie expérience qui est la plus personnalisée et la plus efficace possible. Et puis on va tendre vers aussi en termes de process, donc d'un point de vue technologique, effectivement centralisation, et puis d'un point de vue process, en fait quand on a une entreprise qui est en croissance, un jour on a un marketeur et un vendeur, et puis un jour on commence à avoir 10 marketeurs et 10 vendeurs, et on se dit bon tiens, on va mettre une personne qui va piloter le process de ces différents sujets, ce qu'on appelle généralement des ops. Donc, on va avoir un marketing ops, on va avoir un sales ops, et donc finalement quelqu'un qui est dédié à s'occuper du CRM ou quelqu'un qui est dédié à s'occuper des outils d'emailing. La vision qui existe de plus en plus aujourd'hui, c'est que les ops sont quelque chose qui est créateur de valeur ou créateur de structure et qui vont devenir une fonction à part entière. Donc, on va avoir des vendeurs qui vendent, on va avoir des marketeurs qui marketent, mais on va avoir de plus en plus des équipes dédiées au process, dédiées aux connexions, dédiées à la scénarisation, à l'automatisation, qui vont être vraiment des gens qui vont être là pour enlever la friction, améliorer l'expérience. Et vous allez entendre parler de plus en plus de ces fonctions-là. On commence à voir des fiches de poste, les gens recrutent des RevOps, on a des Chief Revenue Officers dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment des tendances de fond qui sont en train de s'inscrire dans la réalité et qui viennent souligner le fait que on est vraiment vers une logique. On a cassé ces silos-là et tout le monde travaille ensemble avec des outils, des process, des intégrations communes. Et comment on y arrive? Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. On aura l'occasion d'en reparler si vous avez des questions. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir un moment des process qui sont clairement définis, d'avoir un vrai cadrage, de déployer des outils, donc vraiment de mettre en place ces outils-là, et puis de rendre les équipes autonomes. Parce qu'à un moment, si moi je suis service client, si je suis marketeur, si je suis commercial, il faut que je puisse, de manière la plus autonome possible, manipuler ces outils-là, les faire vivre, interagir avec mes clients, interagir avec mes prospects et travailler efficacement. Et tout en étant adossé à un process qui est robuste. Et comment on fait ça? C'est qu'habituellement, on va avoir quelques ateliers et on va produire un certain nombre de specs et de livrables qui vont nous assurer que, le modèle de données est maîtrisé. Derrière, ça va se traduire par des bons rapports et ça va se traduire par des actions scalables, personnalisées,
et où tous les utilisateurs, à un moment qui gravitent autour de ses clients et de ses prospects, vont faire des choses cohérentes et vont pouvoir travailler ensemble. Donc, c'était les sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Si vous avez quelques questions, on peut prendre quelques minutes pour les prendre. Sinon, n'hésitez pas à nous les poser par email ou à nous recontacter. Julie, qui est avec nous sur le webinaire, elle va vous envoyer aussi le deck et le replay de ce webinaire si ça vous intéresse. Et puis moi, je suis à votre disposition si vous avez quelques questions là. Et sinon, il me restera à vous souhaiter bientôt un bon appétit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question, je la prends. Ouais, merci à vous. Merci pour votre participation. Il y avait quelques personnes qui avaient des questions sur le CRM. Alors, je les traiterai plutôt à part en one-to-one. N'hésitez pas à me contacter via... merci pour vos messages. N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn aussi. Vous pouvez me rajouter là-bas et je serais ravi d'échanger avec vous sur ces sujets-là. On fait généralement 1 à 2 webinaires par mois, donc c'est des sujets qu'on traite régulièrement. Comment on mesure monitor la qualité? Je pense que c'est une question autour de la qualité des données. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. J'avais une slide qui parlait de la data quality. C'est vraiment l'enjeu, c'est un travail compliqué et c'est un travail qui est complexe parce qu'il va aussi faire intervenir plusieurs personnes. À un moment, la data quality, c'est poser les bonnes questions dans un formulaire sur le site, c'est potentiellement avoir des opérateurs qui renseignent les données justes, donc les commerciaux qui remplissent bien les champs, c'est à un moment le client qui ne met pas n'importe quoi dans les formulaires, c'est potentiellement l'opérateur du service client sur son iPad qui va mettre des choses efficaces, en tout cas des choses normalisées, des choses justes. C'est un moment aussi une analyse régulière de voir si la data elle est toujours juste. Hein. Enfin, donc d'impliquer tous les acteurs d'un point de vue individuel sur le fait que ce soit efficace. Et puis potentiellement d'utiliser de la technologie donc, pour aller chercher de la data tierce, sirétiser par exemple de la base de données, trouver qu'on a des contacts qui sont obsolètes et les mettre à jour ou les supprimer, utiliser des workflows qui vont capitaliser sur cette data pour, par exemple, mettre les numéros de téléphone au bon format. Des fois, on a des 06 points, etc., etc. On a un plus 336 avec un autre numéro. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la technologie, le process et le people, donc les opérateurs, la méthodologie, et puis de l'enrichissement potentiellement de données ou les technos, pour faire en sorte qu'on ait la data la plus qualitative possible. À partir du moment où on a la data, on est capable de mettre en place des actions, mais sans data, c'est toujours très, très compliqué. Ça, c'est une super question, celle-ci, de comment donner envie aux collaborateurs d'utiliser le CRM. C'est une question majeure. Alors, il y a on est sur un sujet d'adoption. On avait fait un webinaire qui était dédié complètement à l'adoption. Donc, moi, je vous invite à le consulter. Il doit être sur le site. On avait fait toute une série autour de ça. On en avait beaucoup parlé. Il y a plein de paramètres différents pour donner envie aux collaborateurs d'utiliser le CRM. Il y en a un, c'est déjà de ne pas les en dégoûter. Donc, c'est assez important. Et souvent, quand on passe de j'ai pas de CRM à j'ai un CRM, ce passage-là, il est vraiment important. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre en place un CRM et 2 ans après décréter, tiens, maintenant, les gars, le CRM, c'est important. Le CRM, c'est vraiment un mindset et ça doit être culturellement incarné par les managers. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes sales ou commercial dans une boîte et que votre manager direct vous dit, écoute, on a mis en place un CRM, mais moi, je préfère quand tu m'envoies l'Excel comme d'habitude, et de toute façon, c'est pas très important. Vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de la direction marketing, en fonction de la direction générale. Si vos managers de proximité ne supportent pas les users ou les en découragent en disant on ne le fait pas, ou donne-moi la data sous un autre format que dans un CRM, ça va compromettre l'adoption très largement. Si vous vendez le CRM comme étant un outil de mesure de combien d'appels tu as fait, de combien de rendez-vous tu as fait, et derrière qui va entraîner ça, ça va être perçu comme un outil de flicage, ça va être perçu comme une contrainte. Si vous vendez le CRM comme un outil de productivité,
vous allez vous assurer quand même vachement d'adoption. C'est-à-dire que, bah, regarde, tu vas pouvoir savoir sur tes 1000 contacts, lesquels 20 tu dois appeler, ça va t'automatiser tes relances de tâches. Tu vas avoir des outils derrière pour envoyer un lien de meeting, ça t'évite de faire du ping-pong d'emails avec ton contact. Tu vas avoir un outil avec des emails, tous les 10 emails les plus récurrents que tu fais, de suivi de rendez-vous, de follow-up de meeting, de relance, sont des emails qui sont pré-rédigés avec quelques jetons de personnalisation, quelques tokens à l'intérieur qui vont vous faire gagner pas mal de temps. En fait, il y a plein d'avantages. En fait, il faut essayer de se dire comment je vends ce produit-là à mon utilisateur. Donc, il faut bien s'assurer qu'effectivement, on ait bien compris les cas d'usage de leur quotidien. On se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut automatiser, comment on peut enlever de la friction et comment on peut leur vendre ce truc-là comme un outil super cool où ils vont être capables de voir leur activité et puis d'interagir avec leurs contacts et leurs prospects de manière efficace. Et puis après, il y a aussi un paramètre qui est un petit peu la compète, c'est de montrer des tableaux de bord où il y en a un qui a une barre qui est plus longue que l'autre. Et puis du coup, ça donne généralement aussi envie, bah tiens, lui, il a plus de meetings, il a plus de deals, il a plus de pipe. Et si c'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. Et puis mis bout à bout, en étant bienveillant, bah, ce type de choses-là va favoriser du coup l'adoption du CRM et vous aider à en faire un succès. Et puis derrière, le marketing va être plus personnalisé et ça va leur générer des opportunités. Et en fait, il y a vraiment cette logique il y a un petit effet, ben voilà, il faut le faire bien. Et à force de le faire bien, ça a des résultats. Et puis du coup, ça motive les gens. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense, de process et people avant d'être un sujet de technologie. Ok, bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On se reparle, je pense, courant juin. Et puis, me reste à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Au revoir.